left our names written in the sand. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le 26 mai et je viens vous parler du livre que j'ai terminé il y a moins d'une heure de ça, des livres que je suis en train de lire en parallèle et ce que je veux faire durant cette semaine par rapport à la littérature et à la lecture. Il y a donc moins d'une heure, j'ai terminé Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. C'est un livre qui trônait dans mes bibliothèques depuis plus d'un an en langue anglaise et j'avais trouvé ce format en français en boîte à livres il y a quelques mois. J'ai décidé de le lire en français pour une question de rapidité. J'ai parcouru la version anglaise à quelques reprises et c'était plutôt abordable, mais étant donné que j'avais un autre ouvrage en VO en même temps, j'ai préféré faire une distinction au niveau des langages et donc me pencher sur la version française. Il y a quelques coquilles dans cette ancienne édition publiée chez Folio SF. Je pense que depuis ça a été réédité et corrigé. Quoi qu'il en soit, si vous ne connaissez pas ce classique de la SF, mais j'en doute, eh bien on va suivre Montag, qui est un pompier, dans un monde où les pompiers n'éteignent pas les feux mais les allument. Et dans ce monde, les livres sont interdits. Et un jour, lorsque Montag travaille et allume un feu, il emporte un livre avec lui. Après une discussion avec une voisine qui disparaîtra à la suite, il va se poser beaucoup de questions quant à la place du livre et à son interdiction. Il va donc cacher un ouvrage chez lui et l'entamer. Et au fur et à mesure, ça va être plus ou moins découvert et on va suivre toute cette histoire et les aboutissants de cette lecture, de cette découverte de la littérature et des dangers qu'il encourt à la suite. Donc on est face à une dictature dans ce livre. Il y a des paragraphes qui m'ont heurté par leur pertinence à l'heure actuelle, par la véracité de ce que ça peut prouver quant au fait que les gens qui ont du pouvoir et qui possèdent le savoir peuvent diriger les peuples. Il y a vraiment ça qui est ressorti. J'ai beaucoup aimé la métaphore qui est à la fin. Je pense que vous êtes déjà plusieurs à l'avoir lu, puisque quand j'ai hésité à me lancer dedans, il y a un nombre incalculable de personnes qui m'ont dit commence par celui-ci. C'est chose faite, il a été lu très rapidement et c'est un livre qui est très court. Dans cette version-ci, il ne fait que 213 pages, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille très grandement, malgré la difficulté de rythme, je trouve, à certains moments, c'est-à-dire que la transition entre certaines scènes était très peu fluide. En parallèle de Fahrenheit 451, j'ai entamé un livre. Il s'agit de Divine Rivals de Rebecca Ross. Et dans ce livre, qui est de la romantaisie, alors ce qui n'est pas du tout mon genre, mais le pitch me donnait grandement envie, puisqu'on est dans le contexte d'un journal. Et dans ce livre, on va suivre Iris, qui est une jeune fille de 18 ans. Cette dernière a vu son frère partir à la guerre. En parallèle, elle essaye de mener à bien ses études, mais cela est très compliqué. Et lorsqu'on arrive dans le premier chapitre, elle a dû quitter l'université dans laquelle elle était pour subvenir aux besoins de sa mère qui est alcoolique. Et elle a été recrutée en stage, plus ou moins, dans l'un des journaux les plus prestigieux de la ville dans laquelle elle réside. Et face à elle, il y a un adversaire qui s'appelle Roman, et tous les deux rêvent de devenir chroniqueurs. Et ils vont donc se battre l'un et l'autre par la plume pour arriver à leur souhait et pouvoir être publiés de façon régulière dans ce journal. Si le cadre a changé, c'est normal, c'est parce que le focus ne se fait plus. Je me suis donc rapprochée de vous. Quoi qu'il en soit, il y a une petite particularité dans cette histoire, puisqu'on va toucher au fantastique. Il se trouve que Iris est très proche de son frère, qui est donc parti à la guerre. Ce dernier se bat au nom d'une déesse qui règne sur leur ville. Ça se passe dans une époque qui se rapproche de la Seconde Guerre mondiale et Iris rédige ses textes sur une machine à écrire. Un soir, lorsqu'elle souhaite envoyer une lettre à son frère dont elle n'a même pas une adresse, elle glisse sa rédaction sous son armoire et la lettre disparaît. Plusieurs soirs de suite, elle continue à faire cela et une nuit, elle reçoit une réponse qui lui dit texto: ce n'est pas Forrest. Et elle va commencer à échanger avec la personne qui lui a envoyé cette lettre de façon magique. Et on va très rapidement apprendre qu'il s'agit de son adversaire au journal.
Et pour l'instant, je n'ai lu que les 4 premiers chapitres de la première partie et je suis très prise dedans. J'avais peur de ne pas saisir les aspects magiques de l'histoire, en VO notamment, mais j'avais pour autant demandé à Flowfly, qui l'a lu antérieurement, si cela pouvait être ardu à certains égards et il m'avait dit que ça pouvait aller. Et je ne peux que confirmer ses dires. Je ne peux pas vous évoquer bien grand chose de plus dans cette lecture puisque je suis vraiment au début, j'ai dû lire 50 pages au total et pour l'instant je suis plutôt accrochée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout que ça a été un coup de cœur de beaucoup de personnes. Et puis, j'ai oublié de vous dire, mais dans le dernier vlog, je vous parlais d'une conférence que je devais tenir. Et elle a eu lieu il y a 2 jours de cela, et elle s'est très bien passée. Les gens étaient intéressés. Ils étaient étonnés de ce qui pouvait arriver avec les réseaux sociaux et de comment ça avait changé l'appréhension de la littérature. J'ai expliqué le fait que finalement, BookTok pouvait rendre accessible la littérature à des personnes qui n'y étaient pas amenées initialement. J'ai fait une transition entre Bourdieu pour arriver à expliquer ce qu'était de la dark romance. Quoi qu'il en soit, je crois que ça a plu, donc tant mieux. Après vous avoir fait un update, vous avoir dit ce dans quoi j'étais, je vais vous parler de ce que je prévois. Il se trouve que depuis le début du mois de mai, je suis absolument fan des vidéos de Baiser Brit. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle vit à Rotterdam, elle est amie notamment avec Leora Eileen dont je vous ai déjà parlé et dont j'adore les vidéos aussi. Et elle a commencé une série qui s'appelle Tickling My Tiberied. Elle a pour objectif de faire descendre sa Tiberied en dessous de 50 livres à la fin de l'année. Je sais que dans mon cas, c'est plus ou moins impossible puisque j'ai plus de 150 livres qui végètent. Alors il y a des classiques que je ne compte pas lire tout de suite, il y a des romans contemporains, il y a de tout. Mais j'aimerais bien, à la fin de l'année, descendre à moins de 150 livres en physique. Ça me semble un petit peu ambitieux, mais pourquoi pas, sachant qu'il y a des graphiques qui seront compris dedans, il y a des livres qui font moins de 100 pages, ça reste envisageable j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, cette semaine, je retourne à Paris, j'ai aussi une partie des livres que je possède et qui sont référencés dans mon Goodreads comme étant ma Tiberied qui figurent sur mes étagères parisiennes et que je compte un petit peu avancer. Donc on va partir sur ça, je vous en parle dans la semaine. Quoi qu'il en soit, je vais aller retrouver ma mère puisque c'est la fête des mères aujourd'hui. Et puis je vous reprends très rapidement, je n'en doute pas. Je vous retrouve, on est le lendemain. Je m'apprête à passer l'après-midi sur mon mémoire, mais je voulais revenir pour vous faire un petit update de ce que j'ai lu. J'ai vraiment bien avancé dans Divine Rivals, puisque hier je vous disais que j'étais au chapitre 3 ou 4, et que aujourd'hui je suis au chapitre 17. Alors ils sont très courts, le livre est séparé en 3 parties plus un épilogue, et je suis au milieu de la deuxième partie. Et je suis vraiment prise dedans. Tout est fluide. Leur relation, la construction de leur personnalité est vraiment agréable. Je retrouve le même sentiment que ce que j'avais adolescente avec le Hunger Games. C'est pas du tout le même univers, mais ce côté très prenant, très empathique, il est à nouveau là et je sais déjà que je vais lire la suite. Ça m'arrive pas souvent avec les sagas, avec les séries. C'est vraiment délectable et je suis très heureuse d'apprécier à ce point. J'ai entamé aussi, grâce à Ned Gallet, je suis en plein dedans, et je ne vous l'ai pas dit hier, le livre qui s'appelle Vivre pour les caméras, qui est paru chez J.C. Lattès. On suit une analyse journalistique autour du phénomène de télé-réalité qui a pris une énorme place dans nos sociétés. Je n'ai jamais regardé de télé-réalité. Parce que je trouve que c'est un mépris social que de le regarder et que de dire qu'on le regarde juste pour rire. La construction en elle-même de la télé-réalité est un mépris social. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais c'est très conflictuel je trouve comme programme. La journaliste va analyser les figures qui ont fait la télé-réalité. Elle va prendre à la fois une analyse journalistique, sociologique et féministe. Elle va interviewer des chercheurs, elle va interviewer d'anciennes candidates de télé-réalité et aussi pourquoi les gens souhaitent y participer. Je pense que j'aurais bien continué demain dans le train, à part si je suis prise dans Divine Rivals, puisque je comptais continuer des livres que j'ai en physique, mais que ce livre-ci me tient tellement en haleine que je n'ai envie
que de me dédier à lui. On verra bien ce que ça donne. En attendant, ce que je dois faire cet après-midi, c'est reprendre mon mémoire, le corriger, rédiger les notes bibliographiques et toute autre joyeuseté, et puis commencer ma valise, puisque, comme je viens de le dire, je repars à Paris demain. Et puis nous, on se retrouve dans le prochain plan pour la prochaine update. That they would wash away so fast, and that no, I left in your bed. You don't have to lie to me, I know it wasn't red. Je vous retrouve, on est jeudi, et regardez ce que j'ai retrouvé dans mon appartement à Paris. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas mis de chapeau. Si vous étiez au lycée avec moi et que vous passez ici, vous savez, pour ceux et celles qui ne savent pas, parce que je pense que vous êtes plutôt en majorité, eh bien je vous afficherai une photo de moi quand j'étais au lycée. J'avais toujours un chapeau vissé sur le crâne. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, je reviens pour vous parler des lectures que j'ai faites. Dans le dernier plan, je vous disais que j'avais bien avancé dans Divine Rivals. C'est toujours le cas, j'arrive bientôt aux 3/4 et j'avoue que mon engouement est toujours là, mais qu'il a un petit peu baissé. Je m'explique. Le livre, comme je vous l'ai dit, est séparé en 3 parties. Dans la première, il y a Roman et Iris qui sont au journal et ils s'envoient un petit peu des pics, c'est très plaisant. En parallèle de ça, Iris essaye de faire avec l'alcoolisme de sa mère qui est très dur à gérer. Je vais pas vous donner tous les tenants et les aboutissants, mais il y a un instant où elle n'est plus dans le journal pour diverses raisons et elle va postuler dans une gazette opposée qui envoie des reporters de guerre en quelque sorte. Et donc dans la deuxième partie, on la voit dans un B&B, dans une auberge, avec une autre reporter de guerre pour ce journal. Et elles vont échanger, elles vont devenir amies à ce niveau-là, en même temps qu'elle envoie des lettres à son correspondant mystère, que l'on sait être Roman. Dans la dernière partie, elle est sur le front. Il y a des changements dans la narration, il y a évidemment des retournements qui font que l'histoire avance, mais c'est toujours avec un rythme très très lent qui nous permet de nous intégrer à ce qui nous est dit. Mais le fait que ça se passe sur le front pour l'instant, ça me détache un petit peu et je dois avouer que j'ai été relativement fatiguée les jours précédents puisque je ne cesse de traiter mon mémoire depuis des semaines et que ça commence à me courir. Je suis en train de faire les relectures et de remettre en page tout ce qu'il faut. Ça me prend un temps monstre puisque mon mémoire fait 120 pages, mais c'est pas le sujet. J'ai aussi avancé dans l'essai journalistique que j'ai eu grâce à Ned Gallet, toujours aussi pertinent sur ce qu'il se passe dans les téléréalités, mais surtout comment elles sont construites par ceux qui les créent et ceux qui les génèrent. Quel est le but finalement derrière les téléréalités et ce qui est représenté en leur sein? Comment les personnes qui y participent réfléchissent à la manière dont ils vont se représenter dedans? Quelle influence ça a eu dans nos sociétés? Pourquoi? Quel tremplin il y a derrière les téléréalités? C'est très juste par rapport à ce qui s'y crée, ce qui s'y passe et ce que ça fait advenir. Pour l'instant, je suis qu'à la fin de la première partie, je vais entamer la deuxième sous peu, mais j'avoue que les jours précédents, je ne me suis pas replongée dedans. Pour autant, j'ai écouté un autre livre qui fait partie de Matthew B. Reed et qui n'est autre que Le banquet de Platon. On est sur des ambiances tout à fait divergentes avec ce que j'écoutais initialement. Suite à une story que j'avais postée il y a quelques jours où je vous demandais ce que vous préfériez comme vlog thématique à venir, vous m'avez répondu en majorité les Unhinged Woman, ce qui me réjouit. D'accord? Et je pense d'ailleurs que ça sera une série parce qu'il y a trop de livres dans cette catégorie que j'ai envie de lire. Le deuxième choix qui est arrivé en tête, sur les 3, il s'agit de la romance. Et je vous avoue qu'avant de poster la story, j'étais plutôt sûre que ça serait le choix qui serait sélectionné. C'est donc ce pourquoi j'ai commencé à écouter un livre audio qui est de la romance et qui emprunte tous les codes de la romance qui me font cringe. Donc j'avais besoin d'écouter autre chose. Voilà la raison pour laquelle je suis arrivée au banquet de Platon. J'en ai donc écouté la moitié. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point ce texte a forgé nos sociétés. Dans ce texte, on va avoir plusieurs courants de pensée qui reprennent des idées, que ça soit au niveau de la justice, des notions de bien et de mal, de l'amour, de la passion, de la morale, de l'éthique. On va avoir plusieurs personnages qui ont tous une catégorisation plus ou moins précise. Et chacun
va exposer son point de vue, que ça soit grâce à des divinités ou à des histoires qui nous seront contées, des mythes, pour appuyer son propos. Et je vous avoue que je ne peux pas vous faire un résumé concret de ce texte qui a quand même marqué l'histoire des sociétés occidentales, qu'on se le dise, mais je pense que je vais me renseigner après cette écoute, d'autant plus que ça se prête beaucoup aux fables, aux contes et aux légendes et aux mythes, puisque c'est un discours au sein d'un discours. Je vous invite vous aussi à aller regarder d'où ça provient, ce que ça a amené, ce que ça souhaite évoquer, avec la place qu'occupe Socrate dans ce texte aussi. Je me suis renseignée bien évidemment et ça m'a aidé d'avoir des cours de philo au lycée, mais c'est sûr que je ne peux pas aller en long, en large et en travers pour vous parler de ce texte malheureusement. J'espère être en capacité d'ici quelques temps, mais j'ai peur de me fourvoyer en vous expliquant ce que j'y ai vu. Ce que je peux vous en dire, c'est que dans cette première partie, on va beaucoup questionner la morale, on va évoquer les notions d'homosexualité aussi, puisque c'était très présent dans la mythologie et dans l'époque antique. On va évoquer l'amour avec Eros. Il y a vraiment une oscillation entre Eros et Thanatos, justice, morale et bienséance. Je m'excuse si vous entendez les travaux, mais ça ne cesse dans mon quartier depuis des mois. Donc je ne peux pas faire autrement. Quoi qu'il en soit, on va vraiment osciller avec toutes ces convictions au sein de ce dîner qu'est le banquet de Platon. Voilà, je pense que je vais écouter la seconde partie soit aujourd'hui, soit demain. Et puis j'aurai l'occasion de vous en reparler dans le wrap-up du mois de mai. Pour ce qui est de cet après-midi, je vais m'empresser d'aller monter ce meuble, aller faire des courses et puis rédigeons mon mémoire et on se retrouve plus tard. I didn't see that we were living worlds apart. I should have known from the start that getting love from you, it shouldn't be that hard. On se retrouve, on est vendredi 31 mai et je viens pour vous parler de la fin de Divine Rivals que j'ai terminé ce matin, ainsi que la fin du banquet de Platon que j'ai terminé il y a moins d'une heure. Hier, quand je vous ai quitté, je vous disais qu'il me restait environ 30% et dans ces derniers, on va beaucoup explorer la relation qu'Iris tient avec son frère et la notion de bien et de mal. Il y a des choses qui m'ont un petit peu embêtée dans le sens où, comme je vous le disais antérieurement, on se concentre davantage sur la guerre vers la fin dans cette troisième partie et ça m'a un petit peu éloignée du récit. Il y a tout de même des choses qui sont plaisantes. Moi, il y a des moments où j'ai vraiment souri et où ça m'a émue, notamment certaines lettres, mais je ne vais pas le dévoiler pour les personnes qui n'auraient pas lu le récit. Je ferai ma petite partie spoiler après. Derrière, il y a eu des scènes de combat sur le front qui m'ont semblé longues et qui semblaient répétitives, que ça soit dans les tournures de phrases ou dans les chapitres qui s'enchaînaient. Les points culminants arrivent peu à peu. Il y en a certains que j'avais prémédités plus ou moins, et il y en a d'autres qui sont arrivés comme des cheveux sur la soupe. L'élément qui retourne toute la situation et qui me fait me dire que je lirai le deuxième tome, c'est vraiment l'épilogue. Je pense que si vous l'avez lu, vous comprendrez de quoi je parle. Et d'ailleurs, je pense que je vais commencer à entrer dans la partie spoiler, donc si vous n'avez pas lu le livre et que vous comptez le lire, eh bien je vous invite à passer au chapitre suivant dans le timecode qui sera en dessous pour ne pas être spoilé. Normalement, on est tous là si on veut entendre la suite. Dans la troisième partie, il y a donc le moment où Iris découvre que son frère l'a trahi plus ou moins et on apprend les raisons pour lesquelles il l'aurait fait. Donc le fait qu'il ait été sauvé par Drace, le dieu, me semble un petit peu léger. Je sais pas comment dire, il y a quelque chose dans la narration qui fait que je trouve ça très peu plausible. Et le fait que ça fasse une boucle avec le personnage de Roman dans l'épilogue, ça me semble plus construit que la situation initiale qu'évoque Forrest à sa sœur. Ça a été à mon avis un point de bascule pour l'autrice pour arriver à ce second tome qu'on lira dans la duologie. Ce qui se comprend en soi, mais qui pour moi n'était pas assez approfondi. Ensuite, je trouve que dans cette histoire d'amour, la beauté de la chose, c'est que c'est une relation qui est pure en quelque sorte. Sauf que le fait que le mariage arrive aussitôt me dérange, ou du moins s'ancre dans une tradition
à laquelle je ne m'attache pas. C'est joli, mais ça me fait trop penser à un conte de fées. Je sais pas quel a été votre ressenti si vous l'avez lu, mais je vous invite à mettre une petite mention spoiler en commentaire et à me donner votre avis en dessous ou à venir tout simplement en parler avec moi sur Instagram. Mais c'est peut-être le point qui m'a un petit peu semblé mélo à quelques égards. Maintenant, la scène du mariage est très belle, la relation physique entre les deux est belle aussi. Et pour le coup, j'avais peur que ça soit une romantaisie qui nous pose du smut à un endroit et ça n'a pas été le cas, donc ça, très contente. C'est vraiment un petit slow burn, très sympathique et j'ai beaucoup aimé. J'ai grand hâte de lire la suite. Je sais pas si on va voir justement cette opposition avec Roman qui s'intègre aux forces de Drace ou non. Mais wait for it, je pense que je vais me laisser un petit peu de temps pour que l'histoire repose en tête et je pense que je lirai la suite parce que mes préméditations étaient très bonnes, j'ai grand hâte de savoir ce qui va advenir. Pour ce qui est du banquet de Platon, j'ai donc écouté la deuxième partie dans mon trajet de métro. Et ici, on se concentre beaucoup plus sur l'amour et la notion de beau. Il y a tout un dialogue entre la notion d'humain et de divinité, de divin, et la relation entre l'amour, le sentiment amoureux et Aphrodite. Donc, si vous êtes passionné de mythologie, que le banquet n'a jamais été un texte philosophique qui vous intéressait, je pense que vous pourriez en tirer grand avantage à redécouvrir les mythes en eux-mêmes dans leur fondation. Moi je suis pas du tout passionnée de mythologie, d'ailleurs les réécritures de mythologie commencent à me sortir par tous les orbites, mais j'ai trouvé très pertinent de découvrir ce texte antique qu'on utilise grandement en cours de philosophie et auquel je n'ai pas été confrontée outre mesure ou du moins dans son intégralité. Donc ça fait de un livre de moins dans ma to be read et un livre de plus dans mon esprit et ça c'est tout ce qu'on veut. Quoi qu'il en soit, c'était de très bonnes lectures et j'ai grand hâte de voir ce que je lirai à la suite. Je sais déjà quel livre je vais débuter puisque je m'apprête à commencer le vlog à propos des Unhinged Woman. J'ai toute une liste, tout un corpus qui m'attend. Je ne sais pas encore ceux qui seront dans la première vidéo ou dans la deuxième, mais vous verrez ça très prochainement. Contrairement à ce que j'imaginais, je ne vais pas vous faire le bilan du Shiny Spoon Challenge, mais à mon avis, ça viendra un instant, soit dans une vidéo à part entière, soit dans un vlog. Je ne sais pas ce que vous préférez, dites-le moi en commentaire à nouveau. Et puis voilà, je vais vous dire au revoir dès maintenant, puisque je vais m'en retourner à mon mémoire et à mes mails à envoyer. Si ce vlog vous a plu, je vous invite à l'aimer, à commenter, à venir me retrouver sur Instagram et tutti quanti. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao!